I want to ride my bicycle. Eh bien, bienvenue pour ce nouvel épisode centré sur le Tour de France de Chasse Patate, le podcast cyclisme, qui a toujours un nom aussi pourri, hein, oui, mais bon, c'est notre nom, il faut s'y habituer. Ouh. Voilà, vous entendez la désapprobation de mes collègues. Donc voilà, aujourd'hui, un podcast qui va être centré sur les favoris, après les sprinteurs, après le parcours et après les baroudeurs, enfin un petit peu les coureurs, on savait pas trop où mettre. On s'attaque au nerf de la guerre, au gros, les favoris. Alors ça va être en deux parties puisqu'il y en a de beaucoup hein, à signaler sur au départ de ce tour. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, donc je suis toujours Théo. Pour m'accompagner, nous avons Alexis. Dis bonjour. Salut. Voilà, toujours présent. Nous avons JB. Bonjour. Et Bonjour. nous avons le palois Cyril. Bonjour. Voilà, donc je suis accompagné donc de trois acolytes, on est donc quatre au compteur. Kenan n'est pas là aujourd'hui. Bravo. Voilà, le patron n'est pas là. Ouais. C'est pas grave. C'est la fête, on va pouvoir faire ce qu'on veut. T'as deux patrons ici, hein, donc fais gaffe aussi. Hein. Ah oui, c'est pas faux. J'y vais aussi. Donc, avant de commencer, les petites annonces. Tout d'abord, merci déjà pour les retours qu'on a eus, qui sont toujours aussi positifs. Et vous pouvez également nous suivre sur iTunes, où on est toujours. Alors, on va changer le nom du domaine. Enfin, on va l'avoir changé d'ici que le podcast soit publié. Donc, désormais, il faudra chercher Chasse Patate dans iTunes. Et on est également sur YouTube, avec la chaîne PCM France, où Kenan upload également les épisodes sur ce média-là. Donc, si vous voulez nous suivre, iTunes et YouTube sont les deux options que vous avez. Donc voilà, on va pouvoir attaquer très bientôt. Alors, au compteur, il me semble que j'ai une quinzaine de noms, mais on va découper ça en deux parties, donc, comme je l'ai dit. On va commencer par les noms les moins ronflants, et on terminera dans un second podcast qu'on publiera certainement dans 2 jours, je pense, avec les tout meilleurs. Donc, pour commencer ce podcast... Andy. Pardon ? Oui, il y aura Andy, bien sûr qu'il y aura Andy. Oui. Je pense qu'on peut faire un troisième podcast juste pour lui. Bah évidemment. Un débat sur sa carrière, ses succès, etc. Il mérite juste 2 heures rien que pour lui. Hein. Voilà, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Ouais, en attendant, malheureusement, il sera pas là aujourd'hui. Donc, le premier, on va attaquer avec du gros, du très très lourd d'entrée. C'est Sepulveda de Bretagne séchée, le premier coureur. Ne rigolez pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Ne rigolez pas. Alors, première participation de Sepulveda au Tour de France. Et il est en course pour le meilleur jeune, théoriquement, puisqu'il a moins de 25 ans. Je pense qu'il a même moins de 23 ans. Donc, il a encore de... Non, il a 24 ans. Il a 24 ans. Il a 24 ans ? Bon, voilà. Je commence déjà sur une... préparé très activement. C'est ça. Non, mais j'avais réfléchi au fait, en fait, que l'année prochaine, il pouvait encore être meilleur jeune. Mais toujours est-il que cette année, il joue le meilleur jeune, même s'il y aura de la grosse concurrence, on va y revenir au fur et à mesure des coureurs. Et cette année, Sepulveda, qu'est-ce que c'est ? C'est 4e du Tour de Saint-Louis, c'est 2e du Tour de Turquie, c'est 1er des boucles Sud-Ardèche et c'est 5e de la Route du Sud. Pardon, je m'étouffe à moitié. Donc voilà, Sepulveda, un vainqueur en puissance. JB, qu'en penses-tu ? Quand on a gagné le Souvenir Francis Delpech, hein, on peut qu'être favori au Tour de France. Hein. De toute façon, plus sérieusement, à mon avis, ça va être plus un très coureur qui va chercher le maillot à poids que jouer le général où il pourra viser qu'un top 30 un peu faiblard. D'accord, ok. Alexis ? Pourquoi pas dans les 20, ça pourrait être une bonne surprise, mais j'en doute. Je pense plus comme JB qui cherchera les étapes, les échappées et un maillot. Ok. Cyril ? J'ai pas grand chose à rajouter. Le mec a quand même fini derrière Stéphane Rosetto sur la Route du Sud, donc... C'est un argument assez valable. Ça en dit long. Voilà, et je tiens à préciser quand même qu'il aura un équipier de très très grand luxe pour l'accompagner dans l'école. Un certain Brice Feuillu. Si ça vous fait pas rêver, ça ? Un ancien maillot jaune du Tour pour accompagner dans la montagne. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais ouais, soyons honnêtes, j'avoue, pour lancer cette liste des favoris, là, Sepulveda, c'est un petit peu léger. Même moi, je pense pas qu'il sera dans les 10 premiers. Très largement, je pense qu'il peut faire dans les 20 premiers. Après, à voir s'il jouera le général, effectivement. S'il joue le général, il a la possibilité de faire les 20 premiers, mais peut-être qu'il jouera les étapes, comme vous dites, JB et Cyril. C'est même probable, vu que Bretagne, je pense pas qu'ils aient trop d'ambition au général. Ce sera plus, pourquoi pas récupérer une étape, quoi. Quoique pour les étapes, justement, ils ont Brice Feuillu ou Fedrigo, donc pourquoi pas. Ouais, bon, ils ont personne, quoi, en gros. Hein. Ouais, Brice Feuillu ou Fedrigo, ça sera des étapes de baroudeurs, quoi. Oui. Donc justement, les étapes, ils les auront avec ces gars-là. Donc pourquoi pas général pour Sepulveda, mais bon. Ou Romain Feuillu s'il fait le tour.
il est pas encore annoncé officiellement dans la Stardust, enfin en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, potentiellement, il peut y avoir un sprinter aussi dans cette équipe. Il a jamais gagné un sprint sur le tour. Non, jamais sur le tour, en effet. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur Sepulveda. Ça sera pas un gros acteur de ces 3 semaines, en tout cas pas pour le général. Donc on peut de suite enchaîner avec le second coureur. On monte un petit peu d'un cran. C'est Matthias Frank, le leader de la IAM. Hein, on va le prononcer, je sais pas, à l'anglaise. Donc De la bonne manière, tout simplement. oui, exactement. Donc 2 participations au tour et tenez-vous bien, 2 abandons. Voilà, ça vous pose le bonhomme. Voilà, et sa meilleure performance sur un grand tour, c'est 83e du Giro 2012. Voilà, on peut dire que le mec n'a jamais brillé sur 3 semaines. Néanmoins, ça reste quand même quelqu'un qui brille sur 3 semaines, pas sur 3 semaines, pardon, ça veut dire n'importe quoi. Sur une semaine, pardon, sur les courses d'une semaine. En 2014, sa meilleure saison, il fait 2e du Tour de Suisse et 4e du Tour de Romandie. Voilà, il a mis à de chez lui. Et cette année, par contre, en 2015, c'est seulement 12e du Tour de Romandie. Du coup, c'est pas forcément une très bonne saison pour lui, mais il va sur le Tour en leader. Est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose de général? Cyril, ton avis? Ouais, je crois pas non plus. Déjà que 3 semaines, ça paraît long pour lui. Et en plus, cette année, il est pas dans une grande forme. Il a même pas fini de Dauphiné, je vois là. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute magnifique. Alexis, des doutes aussi? Plutôt oui. 2 participations, 2 abandons. Jamais 203, même si j'espère que c'est pas pour lui. J'espère qu'il pourra aller au bout. Je crois Mais que ça, ce dicton, tu le sors à chaque podcast. C'est ton préféré, non? J'aime. Non, c'est la première fois que je le sors. Oh, tu l'as sorti sur Vandenbroek aussi, je crois, ou un truc comme ça. Ah non, Van den Broek, c'était 1 an sur 2, c'est pas pareil. Ouais, d'accord. T'aimes bien les maths, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, 80, je sais plus combien, comme ça la référence, c'est pas beaucoup, même si c'était qu'en 2012. Peut-être qu'il fera mieux, mais à mon avis, il sera à peine dans les 20 ou quelque chose comme ça. 83e, pour être précis. Voilà. Soyons précis sur cette Voilà. performance extraordinaire. JB, ton avis, Matthias Frank? Ça a l'air très compliqué pour lui, hein, sachant que ses seules performances cette année, c'est soit sur des contre-la-montre par équipe ou sur le contre-la-montre du critérium international, ou sinon son seul top 10 c'est Apralou sur le Dauphiné. Du coup, je sens même pas terminer. Je sens qu'il va avoir un abandon, peut-être pas sur chute, mais juste il se sent mal et tout. Du coup, je vais même pas finir. Mais bon, faut dire, tu disais meilleure performance sur 3 semaines, c'était sur le Giro, mais il était équipier avant. C'est vraiment juste avec son arrivée à IAM qu'il est devenu leader. Du coup, peut-être que ces nouvelles responsabilités vont lui permettre de briller, mais j'y crois pas tellement. Ouais, c'est pas mal cette réflexion là, le fait qu'en effet, quand il faisait les grands tours avant, il était jamais leader. Et là, en effet, depuis qu'il est arrivé chez lui, en Suisse, chez son équipe suisse, ouais, on le voit il se voit confier des choses sur les courses d'une semaine. Mais ouais. Le seul problème, c'est qu'il performe que sur une semaine. Voilà. Et encore. Zéro en Suisse. référence, Une zéro semaine en référence. Suisse. Voilà, Zéro c'est ça. référence sur les grands tours, effectivement. Du coup, moi non plus, hein, je pense que ça sera pas un membre du top 10. Après, je pense que ça peut être typiquement le genre de coureur qui peut perdre du temps rapidement et s'immiscer dans les échappées ensuite, Oui. parce qu'il abandonne le général et il s'oriente vers les étapes, du coup. Oui. Il y a moyen, oui. Ok, très bien. Bon, c'est pas folichon pour l'instant les 2 premiers coureurs. On enchaîne avec peut-être un petit peu plus d'ambition, notamment je pense de la part de Cyril, puisque c'est ses chouchous, c'est des coureurs d'Orica. Ils sont 2, c'est les Yates Brothers. Vous avez vu cet accent un peu? Donc les Yates Brothers, Simon et Adam. Adam ou Adam? Adam. Ok, Adam, très bien. Donc 2 Anglais de chez Orica. Alors, pour Simon, c'est sa participation qui était en 2014. Donc là, ça va être son second Tour de France. Et pour Adam, en 2014, il n'était pas là, il faisait la Vuelta. Du coup, ça sera son premier Tour de France. Et tous les deux sont bien entendu potentiellement, ils vont concourir pour le maillot blanc de meilleur jeune, hein, puisqu'ils ont moins de 25 ans. Alors, pour ce qui est de leurs résultats précédents, c'est assez particulier, puisque Adam donc s'est révélé en 2014. Il gagne le Tour de Turquie, il fait 5e du Tour de Californie et 6e du Dauphiné. Et en 2015, il est un petit peu plus en retrait. 9e du Tirreno, c'est pas mal, mais seulement 20e du récent Dauphiné. Et Simon, par contre, lui c'est l'inverse. Il s'est révélé cette année, puisque l'année dernière il n'avait pas fait grand chose, mais cette année il fait 5e du Pays Basque, 6e du Tour de Romandie et 5e du Dauphiné. Donc voilà, les deux en fait ont un profil vraiment similaire mais décalé d'un an. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, on va commencer peut-être par JB. Ton avis sur Adam et Simon?
Ils ont quand même très peu de références sur 3 semaines. Hein. Simon, l'an dernier, il abandonne à la 6e étape du Tour de France. Adam, il fait 82e de la Vuelta. Donc, à mon avis, ça va être plus le profil de coureurs comme Franck et peut-être même comme Sepulveda qui vont perdre un peu de temps sur la première semaine, ce qui va leur permettre d'aller dans des échappées après sur les grosses étapes. Pourquoi pas essayer d'accrocher une étape pour Adam ou pour Simon. Mais à mon avis, au général, ils ont peut-être les capacités pour avoir top 20, mais l'absence de résultats sur 3 semaines, ça fausse un peu notre jugement. C'est pas quoi vraiment quoi trop en penser. Ok. Et c'est que leur deuxième année pro aussi, donc. Ouais, c'est pas faux. Cyril, tes chouchous? Et déjà, faut savoir qui des deux sera le leader, entre guillemets, s'il y en a un. Ensuite, il y a le fait que je pense pas qu'ils auront la protection de leur équipe, Orica. Parce qu'Orica viendra ici pour chercher les étapes avec un peu tous les coureurs qu'ils auront sous la main. Du coup, comme disait JB, je pense qu'ils perdront un peu de temps au début et ensuite ils iront dans les échappées. Peut-être comme ça, ils pourront gagner un peu de temps et finir dans les 15. Un des deux, peut-être. Ok. Alors, si on suit les résultats, ce serait plutôt Simon le Oui, leader. plutôt. Les résultats récents, puisqu'il vient de faire 5e du Dauphiné. Alexis? Je vais rejoindre mes deux compagnons parce que c'est vrai qu'Orica, souvent ils sont là pour les étapes et sur le Dauphiné, on a souvent, enfin, Dauphiné et les autres courses, on a souvent vu Simon et Adam esseler en fait. Donc je pense que ça va leur porter préjudice en première semaine et qu'ils vont perdre du temps et jouer les étapes comme l'on dit avant. Très bien. Et bien moi de mon côté, c'est un de mes paris de l'été. Moi, je prédis qu'il y aura un des deux. Alors après, je vais pas me prononcer sur lequel parce que je suis un peu frileux. Mais il y aura un des deux Yates qui finira dans le top 10 à Oh. Paris. Ouais, moi je suis un ouf. Tu comptes sur combien d'abandons? Non mais On sortira ça à la fin du tour. Hein. s'il faut, c'est Giro bis, il y a 5 favoris qui abandonnent devant et bam, hop, 5e. On sait Il y a jamais. 5 favoris qui abandonnent devant, il y a Mollema qui gagne, hein, donc. Non mais là je pronostique un top 10, hein, pas une victoire des Yates. Hein. Moi je dis potentiellement. Alors après, lequel, c'est vraiment trop difficile. Ils ont des profils vraiment qui sont mais copier-coller. Bon en même temps c'est des jumeaux mais c'est assez impressionnant. Même sur au niveau des performances, il y en a un qui fait 6e du Dauphiné l'an dernier, c'était Adam, et cette année c'est Simon qui fait 5e. Ils sont à peu près au même niveau. Non, Quoi. 6e Simon cette année. Du Dauphiné. 6e Non, du Dauphiné 5e. Non, je regardais Romandie, c'est pour ça. Voilà, tu dis de la merde. C'est vrai, très bien, merci. Ah, ça va. Hein. Oh. Donc ok, bon ben voilà, il y a que moi qui y crois. Bon, on peut passer à un 4e coureur. Un coureur américain de la Cannondale, c'est Andrew Talansky. Alors c'est un petit peu le problème de cette équipe, c'est on sait pas trop qui est leader. Bon, sur le papier ça semble être Talansky, qui a participé 2 fois au Tour de France, notamment 10e place en 2013, et l'année dernière il y était également, malheureusement il a dû abandonner. Et cette année c'est 10e du tout récent Dauphiné, ce qui n'est pas non plus extraordinaire sachant qu'il avait gagné en 2014, et également champion des USA contre la montre. Donc voilà. Et en fait, comme je disais, ça va être un peu difficile de savoir chez Cannondale qui est le leader, puisqu'il y a également Ejdal qui vient de faire 5e du Giro qui sera présent, et également Dan Martin qui a fait 7e du Dauphiné, donc mieux que Talansky. Donc voilà, vos avis, Alexis? Pour moi, Ejdal c'est un peu cramé parce que bon, déjà le Giro c'est assez éprouvant et bon. Ouais, et je tiens à préciser d'ailleurs que sur la route du Sud, il a failli abandonner au départ de l'étape de montagne, il me semble. Donc en effet, Ejdal est pas dans les meilleures conditions, donc à mon avis, il sera équipier. Voilà. Pour moi, je pense que Talansky il peut faire un top 10. Je l'ai mis 9e. En 2013, il avait fait 10e. L'année dernière, il n'a pas été épargné par les chutes, ce qui est dommage pour lui. Et il aurait fait une très bonne place, je pense d'ailleurs, avec les circonstances de course. Et là, franchement, j'y crois. Martin un peu moins, il ira plus chercher les étapes, comme on l'a vu il y a 2 ans, alors que Talansky était leader. Ok. Martin, c'est un puncher, moi j'ai toujours dit. Mais bon. Voilà. Même s'il a fait dans les 10 premiers... c'est bien grimpé quand même. Oui, bien sûr. C'est pas Philippe Gilbert, quoi. Oui, effectivement. Il a fait dans les 10 premiers de la Volta l'année dernière, il me semble. Donc effectivement, il s'est pas mal grimpé. La Volta, c'est spécial aussi. Oui, certes. Cyril, ton avis sur Talansky et ses boys? Talansky, j'ai noté qu'il a pas fait une super saison. Après, peut-être qu'il a mieux géré son pic de forme que l'an dernier, où il arrive... l'an dernier, il était très fort sur le Dauphiné. Ensuite, même avant sa chute sur Tour de France, il était pas au top du tout. Dans les Vosges, notamment, où il finissait très loin à chaque fois. Et du coup, aussi, ouais, la gestion avec
Dan Martin, parce que Dan Martin a quand même 2 étapes qui lui conviennent parfaitement. Du coup, il sera protégé parfois, peut-être moins Talansky. Il va falloir gérer ça, mais bon. Encore faut-il que Martin chine pas. Ouais, mais à 8, il serait peut-être pas encore tombé, il y aura pas encore eu les pavés. Elle est pour lui, cette étape. Ouais, il y a pas mal de clients pour cette étape. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a pas mal, bon. Ok, pas mal. Ouais, bah oui. JB, ton avis? D'ailleurs, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est Talansky le leader quand même. Oui. Et je pense même que Martin va y aller un peu tranquillo pour se réserver pour la Volta. Et quitte même à pas finir, à abandonner pour mieux se préparer en vue du Tour d'Espagne. Du coup, Talansky, non, moi je sens bien, je sens aux portes du top 10, peut-être un truc comme 11e ou 12e. Et alors certes, il n'y a pas des résultats très probants, hein, 31e en Catalogne, 49e au Pays Basque. Mais c'est à mon avis, ça va être une des surprises un peu qu'on va avoir en le voyant débarquer, être à l'aise en montagne, pas perdre trop de temps, pas être totalement lâché, mais pas après avoir les ressources nécessaires pour attaquer, pour grappiller un peu des places. Donc voilà, 11e, 12e, voire même 13e, mais je sens que ça sera une sorte de mini surprise cet été. Alors, mini surprise, il sort quand même d'un Dauphiné 2014 gagnant et puis il a déjà Oui. fait dans les 10 premiers. Oui, voilà, mais au vu de ses résultats cette année, ça incite pas à le mettre dans le top 15, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. 50e de Paris-Nice. Ah, ouais. Ouais, c'est pas faux. Ben moi non plus, je le vois pas dans le top 10. Effectivement, je pense qu'on est 3 contre 3, Alexis là. T'es un peu le seul à y croire. Je vois ça. Mais en même temps, comme tu dis, JB, c'est typiquement le mec, on sent qu'il peut terminer aux alentours de la 11, 12e voilà, place, tout à fait, voilà. ouais. Et il suffit que, comme sur le Giro, il y ait quelques abandons et il se retrouve automatiquement dans les 10 premiers. Donc, c'est, voilà. Moi, je mets hors du top 10, mais potentiellement, s'il y a quelques-uns de mes mecs qui sont dans le top 10 dans mon pronostic, qui chutent, bah, automatiquement, il va se retrouver dedans, je pense. Parce Oui. qu'il sera pas très loin. Tout à fait. Ok, alors on va enchaîner avec les Hollandais de la Lotto Jumbo. En l'occurrence, là il y a une flopée également de leaders, un petit peu comme à la Cannondale, puisque on retrouve Kruijswijk qui vient de faire 7ème du Giro, on retrouve Gesink qui vient de faire 9ème du Tour de Suisse quand même et qui était 5ème en Californie, donc pas mal. Également Tendam qui a pas vraiment de référence cette année, mais surtout on retrouve Wilco Kelderman qui lui aussi est potentiellement un maillot blanc, enfin qui va jouer le maillot blanc cette année. Et on peut dire que je pense que Kelderman est le leader de l'équipe. Hein. Il a fait un seul Tour de France auparavant, c'était en 2014, il avait terminé 14ème, donc pas si loin que ça du top 10. Et cette année, c'est pas non plus extraordinaire le résultat, c'est 15ème de Paris-Nice, c'est 9ème du Tour de Catalogne, c'est 22ème du récent Dauphiné, hein. Ça n'incite pas vraiment à l'optimisme. 10e de la Flèche Wallonne quand même, c'est pas... Oui aussi, mais bon, c'est pas tout à fait le même type de course. Bah, Et le mur d'Uy, hein. Oui, ça c'est une des 21 étapes quand même. Ah, s'il gagne celle-là, c'est déjà un exploit, hein. Oui, fait déjà, oui, je pense qu'il la gagnera pas. Il y a des mecs devant lui Oui, pour ce genre certes, oui. de profil. Et surtout, en fait, ce qui pourrait nous faire croire, c'est qu'en 2014, il avait fait 14e, mais juste avant, quelques semaines avant, il avait fait 7e du Giro. Donc, 3 semaines, il sait les tenir et il a déjà des références dessus. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Alexis, à ton avis? Non, j'y crois pas. Enfin, c'est un peu comme pour Kruijswijk. C'est exactement le même prono. J'y crois pas, mais j'espère. Et Kruijswijk m'avait plutôt bien impressionné. Il avait réussi à aller dans le 10 malgré des circonstances assez exceptionnelles. Ah oui. Là, j'espère qu'il refera le coup parce que de toute façon, c'est pas sur Tandem qu'il va falloir compter, même s'il y a 2 ans, il avait fini devant Mollema. Mais bon, il commence à se faire vieux, il va juste être équipier. Kruijswijk, il va être un peu juste. Il a déjà eu du mal en début de Giro sur les étapes accidentées. Donc, à mon avis, en début de tour, soit il va sacrifier pour Kelderman, soit il va perdre du temps. Et Gesink, c'est énigme. Plus personne n'y croit, hein. Il y a que toi. Il y a que moi qui y crois, et encore je suis sceptique. Depuis son retour à la compétition, il a pas fait grand chose. Je sais pas s'il est encore capable de faire quelque chose, même si j'espère que... Bah, il se place ça et là quand même, là. 5ème en Californie et 9ème en Suisse. La Volta l'an dernier était pas mal avant d'abandonner, hein. Ouais, mais bon, il a abandonné. Oui, mais il était pas mal avant, quoi, donc... Donc, bah, J'espère pour lui. Donc Alors, Kelderman, pas dans ton top 10 ou? Non, aux portes du top 10, 12, 13, je sais pas. Kelderman avec Gesink, en fait, ça va dépendre des circonstances de course, qui aidera qui. D'accord, t'es même pas sûr que Kelderman soit le leader en fait, ok. Bah, après le bon tour de Suisse de Gesink, ça va, je sais pas.
C'est pas faux, c'est pas faux. JB, à ton avis sur Wilco? Moi j'ai mis 9ème, Kelderman. Il va être à mon avis handicapé par le fait qu'il n'y ait qu'un seul vrai contre-la-montre, que ce soit en plus un contre-la-montre par équipe. Mais comme tu l'as dit, sur 3 semaines il est plutôt bon. À mon avis, si le fait comme sur le Giro l'an dernier, son pic de forme doit être autour de la 3e semaine. Donc il pourra récupérer du temps sur des gars qui eux vont plus compter sur les premières, voilà, la 2e semaine, quand par exemple Mollema. Et je vois bien, voilà, terminer 9ème, pas flamboyant, mais quand même il est là, solide. Il a quand même une bonne équipe à côté. Si Kruijswijk, Gesink et Tendam... Répète-moi ça. Kruijswijk. Kruijswijk. Ah ouais, t'inventes des Kruijswijk. coureurs, toi. Et c'est Racing, hein, pas Gesink, mais bon, voilà. Ouais, Ouais, mais mais c'est- Racing, c'est dur à prononcer. Ouais, mais c'est Kruijswijk aussi, c'est pas Kruijswijk. Kruijswijk, c'est pareil. À deux, trois syllabes près, ouais. Voilà, mais c'est du néerlandais de toute façon, hein, donc... Ok. Et donc si ces trois-là se mettent à son service, il a quand même une bonne équipe hein, en montagne C'est sûr. qui pourra l'accompagner assez loin dans l'école. Ouais, effectivement. Et puis il a aussi Van Mark hein, pour les pavés. Oui, enfin non, Van Ouais, Mark l'an enfin, dernier, il a quand même lâché Mollema comme une grosse merde avant d'aller chercher l'étape. Oui, donc. j'avoue. Ah non, non, C'est c'était le, Boom. c'est le faux équipier. Non, mais il Non, avait c'était attaqué. Boom. Ils avaient Les attaqué deux à deux. avaient attaqué. Ils Ouais, avaient deux C'est attaqué Boom à qui a deux. remporté l'étape. Oui. D'ailleurs, ça me fait peur pour Nibali cette histoire. Parce que si Boom refait la même chose, c'est fini pour lui. Enfin, bon. Nibali s'est bien débrouillé sans personne l'an dernier sur les pavés. Bon, on y C'est reviendra. Fuglsang. Oui, il y avait Fuglsang avec lui sur les pavés. En fait, les 3 premiers de l'étape l'an dernier, ils sont dans la même équipe cette année. L'étape des pavés. Ah ouais, voilà. Van Mark, il est toujours chez Alotto. Hein. Oui, mais non, il est C'est pas pas un parti top les 3 Non. premiers, c'est Boom qui a gagné. Mais Van Mark était sur le podium de l'étape, non? Non, il y avait Boom devant Fuglsang et Nibali. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais Van Mark avait quand même lâché bien son leader comme il fallait en partant avec Boom justement. Donc vraiment cette année c'est le faux équipier Van Mark. C'est le mec, tu crois qu'il va t'aider, mais il se casse à 3 km de la ligne sur un secteur pavé quoi. En tout cas, j'ai vu sur Twitter qu'il révisait les secteurs pavés du tour. Donc peut-être que... À défaut de réviser son bac. Hein. Voilà. Ok. Cyril, ton avis sur les Hollandais? Mais moi, Kelderman, je trouve qu'il fait une saison moyenne. Et je sens que Gesink est de retour cette année. Ça fait plaisir, ça. Je sais pas, j'ai... Ouais, Ouais. c'est difficile. C'est tout le temps la même chose avec eux. Ils ont tout le temps une équipe dense et il y en a un qui est dans les... Bon, ouais, entre la 8e et 12e place. Et cette année, je sens que ça va être Gesink et pas moi, et pas Kelderman. Oh putain, et je crois que tu dois être, vous êtes désormais deux à y croire en Gazing, c'est beau, c'est beau. Après Ouais. aussi, pour revenir sur un gars qu'on n'a pas trop parlé, Tendam, c'est quand même le gars qui à chaque fois sur le tour il est plutôt solide et il arrive toujours à se placer. Donc pourquoi pas aussi Tendam dans les 20 premiers. Bah, Ça pourrait faire un beau tir groupé, surtout pour le classement par équipe. Ah oui, alors, classement par équipe, j'avoue, ils ont une très très bonne équipe sur le papier, mais bon, Tendam cette année il a rien fait du tout. Ouais, enfin d'habitude, il fait pas grand chose non plus. Oui, Puis voilà. il finit 9ème du tour devant Mollema. Oui, c'était il y a 2 ans, je pense que depuis, il y a 2 ans qu'ils sont passés, et Tendam il commence à se faire vieux, et je pense qu'il a plus le même niveau qu'il y a 2 ans. Et déjà, je pense que Kruijswijk, tu retrouveras pas du tout le même niveau qu'il avait sur le Giro, puisque il s'est cramé un petit peu sur le Giro, il vient ici en tant que soutien. Gesink, moi j'y crois plus du tout. 9ème du tour l'an dernier, Tendam. Hein. 9ème du tour l'an dernier. Ah ouais. Ah, oui. Oui, non, mais un tour assez particulier quand on se souvient du scénario où il y avait beaucoup de entre guillemets d'intrus. Certes, oui. Ça avait tout le respect que je dois, mais disons qu'il y avait pas mal de coureurs qui avaient sauté, du coup ça avait permis certaines surprises, un petit peu comme le Giro cette année. Certes. Donc Ça n'empêche que Tendam peut être un sacré bon équipier quand même. ah oui, en tant qu'équipier, c'est un très bon renfort, tout comme Gesink et Kruijswijk. À mon avis, ce sera Kelderman le leader, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, vu qu'il sort de 7ème du Giro l'an dernier et 14ème du Tour, tout en ayant le Giro dans les pattes, ce qui est quand même un petit exploit hein, en soi. Ah, mais oui, quand même. Hein. Pour un coureur qui Ouais, est ouais. ouais, pour un coureur qui est jeune, là il a pas fait le Giro, donc il est à fond les ballons sur le Tour, et je pense que il peut faire quelque chose, mais je le vois pas dans les 10. Voilà, c'est tout ce petit, j'ai dit que j'y croyais, mais en fait pas trop non plus. Tout ce petit discours pour dire que finalement moi je le mets pas dans le top 10, parce que je pense que il pourrait être dans les 10 s'il y avait plus de contre-la-montre, parce que c'est un très bon rouleur, c'est un coureur très complet, mais là le fait que tout va se jouer sur la montagne, je pense qu'il y a encore pas mal de coureurs qui sont devant lui en montagne, donc peut-être l'année prochaine avec un parcours qui lui conviendrait mieux, mais cette année avec le manque de contre-la-montre, je pense qu'il sera pas dans les 10. Il sera pas loin, un petit peu comme Talansky, mais je le vois pas dans les 10 non plus. Donc voilà. Bah après, faut voir, le chrono par équipe assez vallonné, ça peut leur convenir quand même. Parce qu'ils sont tous pas dégueux niveau chrono, ils grimpent tous plutôt bien. Mais le fait que ce soit un chrono par équipe, aucun des leaders qui est censé perdre beaucoup de temps sur ce genre de contre-la-montre s'il est individuel, ne va en perdre beaucoup parce que justement ils vont pouvoir
s'appuyer sur leur équipe. Un mec comme Quintana qui est pas très bon rouleur, il va pas perdre beaucoup de temps. Voilà, les purs grimpeurs en fait sont avantagés par le fait que ce soit un contre-la-montre par équipe. Alors, il peut faire un très bon. Les équipes, la Sky, tu prends Froome et Porte, c'est 2 super rouleurs, 2 super grimpeurs. Et ils vont forcément gagner du temps. Puis t'as l'autre équipe qui ont pas un seul rouleur qui est présent, donc du coup ils vont perdre du temps. Non, mais disons en fait, le fait que ce soit par équipe, c'est un petit peu, ça fait office de tampon quoi. Disons que les écarts sont pas aussi tranchants, ouais. Ouais, j'ai changé de mot. Ils ne sont pas aussi importants que si c'était individuel, où là, un grimpeur va déguster ses verres, alors que là, il peut s'appuyer sur son équipe et justement limiter la casse. Ce qu'il ne peut pas faire en individuel. Donc je pense que vraiment le contre-la-montre par équipe, il va permettre de gagner les 30 secondes par là, 40 secondes par-ci, mais maximum. Alors qu'il y en a qui peuvent prendre plus d'une minute 30 dans la vue lorsque c'est un contre-la-montre individuel. Donc je pense que ça l'avantage pas vraiment. Il va faire à mon avis un bon temps parce qu'il a une bonne équipe autour de lui sur le contre-la-montre par équipe, mais je pense pas que ça l'avantage autant que si c'était individuel, même je pense que ça l'avantage beaucoup moins. Et du coup, vu le parcours, je le vois pas dans les 10 à cause de ça. S'il y avait eu plus de contre-la-montre, je l'aurais mis dans les 10 sans trop hésiter parce que c'est une valeur montante du cyclisme et on le reverra dans le futur sur 3 semaines beaucoup plus haut qu'une 7ème place sur le Giro. Mais pas cette année. D'accord. Des choses à rajouter ou? Non. Ok, donc ben voilà, je retiens, donc, qui c'est qui l'a mis 8ème, c'est Néo, c'est Alexis, tu l'as mis 8ème, c'est ça? Ah non. Moi j'ai mis 9ème, Ah voilà, c'est ça, c'est JB. Putain, j'ai perdu le... Ouais, Cyril a mis Gesink. Cyril, c'est le gros pari, là. Ouais, après, on dit que c'est moi le fou sur Yates, c'est plus fou de parier sur Gesink, je pense, mais bon. Wow. Ça se vaut. On passe du coup à Costa, portugais de la Lamprey, qui lui en est à 6 participations sur le Tour de France, et également 3 étapes. C'est pas mal du tout. Malheureusement, au niveau du classement général, c'est pas trop ça. Sa meilleure place, c'est 18ème en 2012. Et en 2014, il avait abandonné. Toutefois, cette année 2015, c'est une très très grosse saison de sa part. Il fait 4ème de Paris-Nice, 7ème du Pays Basque. Sur les Ardennaises, il se montre à son avantage. Il fait 4ème de l'Amstel et 4ème de Liège-Bastogne-Liège. Et il vient de faire 3ème du Dauphiné. Donc c'est vraiment quelque chose... Il semble en forme, le Portugais. Et à mon avis, il peut faire des dégâts. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Ouais. Ce que j'ai noté, il est en forme. Il est portugais. Et... Son équipe est motivée. Et du coup, il aura beaucoup de supporters en France. Et, Oh putain, oh là là. Eh Cyril, si tu veux pas parler, tu le dis, hein. Au moins, on est sûr que sur le mur de oui, il sera plutôt bon, hein. Ouais, c'est ça, hein, il s'y connaît, hein. Et la truelle, là. J'y crois pas trop pour 3 semaines, encore une fois. Il a jamais fait de résultats sur tous les 3 semaines, je crois. Et par contre, niveau étape, c'est une valeur sûre. En général, il en claque toujours une, par-ci par-là. Et l'étape de Gap, notamment, je crois qu'il avait déjà gagné il y a 2 ans. Et voilà. Non, mais l'étape qu'il a gagnée, c'est un petit peu particulier. Il les a gagnés en tant que un petit peu électron libre puisqu'il était encore chez Movistar, donc. Oui, mais là, il jouait plutôt en baroudeur, en s'échappant dans les derniers kilomètres ou même en prenant l'échappée. Du coup, c'était pas tout à fait comparable au statut qu'il a maintenant où il est vraiment leader et. Mais il est chez Lamprey. Oui, non mais. Leader de chez Lamprey, ça vaut pas grand-chose, quoi. Oh là là, comment ça parle mal, quoi. Il y a les fans de la Lamprey sur le forum qui sont assez nombreux. Non, mais je rigole. Non, je pense pas qu'il fera top 10, mais je pense qu'il sera au moins là pour quelques étapes. D'accord, ok. JB, ton avis? À mon avis, je sens trop en forme. Genre, ça va être le gars qui va arriver, il va peut-être être à fond sur la première semaine, mais derrière, il va baisser petit à petit, et je le vois même pas dans le top 10. Top 15, quasiment assuré, mais pas plus, quoi. Je le vois pas dépasser des gars comme Mollema ou Kelderman. J'ai bien, je m'attendais à ce que tu dises dans ta comparaison des mecs un peu plus huppés que ça, mais non, tu sors Mollema et Kelderman, d'accord, ok. Non, de toute façon, personne ne le voit dépasser Froome, donc à partir de là, voilà. Oui, non mais oui, certes, mais bon, d'accord, ok, non mais très bien. Alexis, ton avis? Vous connaissez Costa Croisière? Eh ben, il va couler. Oh, c'est celle-là que tu préparais depuis 15 jours, là? Ah non, c'est une autre. Ah, d'accord. Ouais, je pense qu'après ça, on peut stopper tout et puis les boutiques. Ah ouais, non mais là, non mais attention, il y en a une, ça fait une semaine qu'il me dit, attends, j'ai une blague.
attention, celle-là, il faut s'accrocher à mon avis. Et vu le niveau de Ah, celle-là, je te préviendrai avant quand ce sera celle-là. très bien, très bien. Mais non, honnêtement, je pense qu'il va être pas trop mauvais sur les 2 premières semaines, mais en 3e semaine, il va s'écrouler et perdre du terrain. Ouais. Je dois avouer que effectivement le fait qu'il ait aucune référence réelle sur 3 semaines outre un top 20 en 2012, ça peut être pas trop en sa faveur. Et pourtant, moi j'y crois. Moi je crois au top 10 parce qu'il fait une super saison. Et puis surtout, justement comme vous l'avez dit, c'est Costa, c'est leader de l'Empré, tout le monde s'en fout. Justement, je pense qu'il va pas être très surveillé. Et je pense qu'il y a pas grand monde qui va vraiment être à fond sur son cul. Et si jamais sur une étape de montagne il décide d'attaquer en début d'ascension, je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde qui soit dans sa roue. Et donc du coup il peut prendre un petit peu de temps là, par-ci par-là. Et puis le fait que ce soit un bon puncher et qu'il y ait un parcours avec pas mal d'étapes justement à dessiner à ce genre de profil, ça peut l'avantager également. Donc vraiment moi je le mets dans le top 10 et même je le mets même dans le top 10 très bien. Voilà, 6ème, 7ème, je le vois bien très haut. Même si j'ai un petit peu peur du fait qu'il ait pas de référence sur 3 semaines et que donc théoriquement, comme tu l'as dit JB, il puisse tout miser sur la première semaine et craquer ensuite, mais bon, j'y crois. Et dans son équipe, il a quand même Serpa avec lui, donc c'est un petit renfort assez sympathique en montagne, même si lui aussi vieillit. Je sais pas trop ce qu'il fera cette année, mais la moustache. Hein. c'est ça, voilà, la puissance de la moustache. Il C'est résiste José Bové de notre pays. Ouais, Serpa, il est colombien. C'est colombien. Colombien, voilà. Niveau JO, ça va. Il a démarré une vanne en fait, mais il savait pas la chute, il a galéré au milieu. Il y a pas de truc de croisière du moment où Ouais, il est un peu imité. Hein. Ouais, pas je me grave, sers pas pas trop de ces vannes-là, tu vois. Donc voilà, Serpa, il a également Posato pour les pavés, voilà. Et puis je pense que sur les pavés, il perdra pas de temps sur les voilà, pavés. je le vois bien puisque il est plutôt costaud comme coureur, c'est pas non plus une brindille, donc il peut pas trop mal encaisser les pavés, donc je pense que est-ce que Pozzato fait le tour? Oui, Posato théoriquement, moi je l'ai sur la start list. Encore une fois, on est au moment où on se parle, le 22 juin donc, très exactement. Comme ça, le public, les auditeurs savent tout. Il est annoncé comme participant chez Lamprey. Je regarde vite fait, voilà. Parce que ça pourrait être un sacré renfort pour le pavé. Oui, il fait Lamprey, il fait Posato, il est un peu vieilli aussi. Mais bon, ouais, mais à Lamprey, à part Pozzato, il n'y a pas vraiment pour les pavés. Ah oui, c'est sûr qu'il y a que lui. C'était. Donc c'est un sacré renfort pour la Lamprey. Pour lui, oui, c'est pas faux. Bon ok, putain, je suis seul à y croire. Hein. Avec les Yates, ça fait 2. Bon très bien. Ah, on a d'autres surprises nous après. Ah j'attends ça. Ouf. Ah et à mon avis c'est celle-là. Ah oui hein. Et voilà, et oui. Le futur vainqueur, tout de suite, disons-le nous. Voilà, Bokemolema, coureur de la Trek. Voilà. Trek, et oui, meilleure équipe du peloton, hein, je crois, voilà. Ouais. Pas trop de débat, quoi. Je pense que justement il y en a beaucoup, mais bon, on va pas en rentrer maintenant. Donc 4 participations pour le Hollandais, meilleure place 6ème en 2013, et en 2014 il était 10ème. Et cette année... Tendam. Ah non, c'est en 2013, ça, pardon. Non, 2014, Tendam il fait 9ème, donc l'année dernière. Ouais, c'est ça, donc voilà. Il est derrière Tendam, c'est ce que je pensais. Voilà. C'est pas si, hein, 10ème en 2014, sachant ce qui s'est passé sur le tour, qui sortait d'une 6ème place en 2013, il aurait pu être beaucoup plus haut quand même. Enfin bon. Il était dans une mauvaise équipe, c'est pour ça. Voilà. Je commence à le tacler alors qu'on n'a même pas commencé. Team est une très bonne équipe. Alors attendez, j'ai fini vite fait mon topo sur lui. Il fait 2ème du Tirreno cette année, et puis c'est tout. Il rate complètement ses Ardennaises. Et il fait 60ème du Dauphiné. Hein, voilà, ça prouve qu'il est dans une forme de ouf là. Tu oublies la 6ème place de la 5ème étape du Tour de Norvège, hein, donc. Ah, effectivement. Si on oublie la moitié du palmarès, voilà. Excuse-moi, je l'avais pas noté celle-là effectivement sur ma fiche. Excuse-moi. Donc en effet, voilà. Deuxième de la Vuelta a Murcia. Ouais, non mais ça c'est vieux ça. Folichon. C'était au mois de mars-avril ça. Février, bon. 14 février. Ah voilà, voilà, c'est encore plus loin que ça. Ah, c'est un résultat. Et alors avant de vous lancer sur lui, il faut quand même préciser qu'il a une équipe très dense. J'irai pas dire qu'elle est très bonne parce que voilà, faut pas déconner quand même. Mais si elle est excellente. Oui, bon voilà, il a une équipe avec une densité assez énorme. Il a Arredondo qui a fait 9ème du Tour de Mans et 8ème du Critérium international cette année. Un peu moins bon que quand il a démarré Arredondo, un peu moins feu follet, mais bon, ça reste un bon grimpeur. Il est un petit peu déçu en Suisse, hein, notamment. Nous avons également Zubeldia, toujours là, le Vioc. Le mec qui fait un top 10 tous les ans, là. 7ème du Tour l'an dernier, je crois. Alors, 8ème du Tour 2014. Ouais, c'est le mec qu'on voit jamais à la télé, mais toujours là dans les 10. C'est ça, c'est le mec qui s'accroche, on sait jamais qui il est, on se rend compte à Paris, oh putain, il est là, lui. Voilà. C'est le syndrome Danielson, moi je l'avais déjà cité. Voilà, il fait également 6ème du Tour de Californie cette année, hein. Encore une fois,
tout le monde s'en foutait. On savait même pas qu'il était là sur le Tour de Californie. Moi, j'ai regardé le Californie, mais j'avais même pas vu qu'il était là, Zubeldia. Mais... Donc vraiment, c'est l'homme invisible. Et il y a Frank Schleck également. Bon, bah, Ah oui, 12e du tour l'an dernier, attention. Hein. voilà, il y a Frank Schleck. Bon, là, je te laisserai délayer sur les frères Schleck. Et également dans son équipe, alors, encore une fois, on parle au moment T, au moment M, je sais pas, Time T. Bon, bref. Moi, j'ai Zodel dans la start list, mais visiblement les start lists sont différentes selon les sites qu'on consulte. Cyril a consulté un autre site, il n'y avait pas Zodel dessus, mais bon, on va dire qu'il y est pour l'instant. Et il vient de faire 8ème du Tour de Californie, donc potentiellement Arredondo, Zodel, Zubeldia et Schleck. Youngles aussi, je crois qu'il... Oui, non mais oui, ça, mais ça c'est pour la montagne, je te parlais. Arredondo, Zodel, Zubeldia et Schleck. Et pour en effet les rouleurs, il y a Jungles qui est là, et il y a Cancellara qui pourra également l'aider sur les pavés. Donc vraiment une grosse équipe autour de Mollema. Donc qu'est-ce que vous en pensez? JB, je te laisse la parole, voilà, je pense qu'on peut se casser pendant 10 minutes et revenir. 10 minutes, ça va être un peu court. Hein. Ah d'accord, bon ben, vas-y, Mais lâche-toi. justement, ce que je disais, c'est que je vais un peu revenir en amont sur Mollema. C'est, à mon avis, c'est le meilleur transfert de cette année, Mollema à la Trek. À la Trek avait une équipe de bons grimpeurs, mais pas non plus très folichons. Mais en équipier, c'est quand même une équipe qui peut avoir, tu peux très bien mettre un gros leader, et derrière, tu as beaucoup d'équipiers qui peuvent le servir, d'équipiers qui, quand eux sont leaders, c'est plutôt moyen. Donc du coup, c'est un bon transfert, et j'attends beaucoup du tour pour Mollema. Alors j'ai quand même mis 10e. C'est pas très folichon quand même, car je m'attends à ce qu'en 3 semaines, dans la 3e semaine, il flanche un peu, quitte même à ce qu'un gars comme Zubeldia soit mieux que lui en 3e semaine. Mais à mon avis, deuxième semaine, il va être au top sur les premiers trucs, et un peu comme l'an dernier, je crois. L'an dernier, il a un peu flanché sur la dernière semaine. Du coup, je pense que voilà, niveau gérer les 3 semaines, il est pas encore au top, Mollema. Il est pas très vieux, hein. Il a 29 ans. Bon, si, il est quand même assez vieux. Mais mais du coup, à mon avis, il peut encore s'améliorer dans ce registre-là, c'est-à-dire tenir les 3 semaines. Et je pense que cette année, ce sera pas son tour, peut-être plus l'an prochain. Et aussi, pour terminer aussi cette année, il est quand même légèrement décevant à la Trek, parce qu'il a quand même terminé sur le Tirreno. Il fait 2e de l'étape du Terminilo, derrière Quintana, et devant d'autres gars qui sont pourtant classés comme plus forts que lui en montagne. Donc il a bien démarré sa saison, mais petit à petit, il rentre un peu dans le rang, symbolisé par sa 60e place sur le Dauphiné. Mais bon, après le Dauphiné, on sait que ça veut tout dire, ça veut rien dire pour le Tour. Donc on verra bien. Moi j'ai mis 10e parce que justement, donc comme je l'ai dit, en 3e semaine, il peut très bien flancher. Ok. Ouais, je remarque quand même qu'en tant que fanboy, tu mets quand même seulement 10e. Hein. Ça prouve que tu crois pas des masses non plus. Hein. Non, bah ouais, vu la densité de leader qu'il y a, et vu aussi le fait j'ai des doutes sur sa capacité à gérer 3 semaines, voilà. Très bien. Cyril, ton avis sur le Batave? On a bien dit qu'il avait une bonne équipe, donc normalement il devrait bien passer la première semaine. À partir de là, il est pas dans une grande forme, visiblement, vu la saison. Et je sais pas, ouais, je pense qu'il fera dans les 10, mais non, 10e. Maximum. Ah, le mec a l'air sûr de lui, là, quoi. Si, ouais, 10. Mais pas mieux. Ok, très bien. Ce fut court, pas très clair, mais court, très bien. Alexis, à ton avis? Moi, je suis un peu plus optimiste que mes deux camarades. Est-ce que t'es nostalgique de l'avoir perdu? Parce que quand même, c'est un de tes anciens chouchous, puisqu'il était chez Belkin avant. Bah, il le reste toujours, mais j'avoue que la Belkin s'est bien fait niquer quand même sur ses transferts. Ouais. Parce qu'avec Boom, Boss et moi les mains moins, enfin bon, c'est pas le sujet. Avec Boss, ils enlèvent les victoires du Tour de Hainan, hein, sûr, ça fait beaucoup. Hein. Ça ouais. donne d'un coup quand même. Ça n'empêche que je le mets 8e, mais parce que je crois en lui et en une petite surprise, même s'il faut avouer que ses équipiers ont fait une meilleure saison que lui. Donc du coup, j'espère. C'est plutôt, un souhait. Le souhait qu'il fasse 8e. Ouais. J'avoue que en fait c'est un petit peu l'inconnu, hein, le fait qu'il ait aucune référence récente, on peut vraiment pas dire s'il est en forme ou pas, si justement
le fait qu'il se monte pas, c'est une bonne chose parce qu'il a tout misé sur le tour, ou justement c'est quelque chose d'inquiétant. C'est un peu bizarre concernant Mollema. Mais moi, je l'ai mis hors du top 10 parce que ce qui plaît dans sa défaveur, c'est que il n'arrive pas à gérer 3 semaines parce que il arrive à se passer au bout de 3 semaines, mais il est toujours vraiment ric-rac sur la dernière semaine et il est. Alors après, au bout d'un moment, il va finir par comprendre comment ça se gère. Au bout de 3 fois où ça lui arrive. Et surtout avec des gars comme Zubeldia à côté qui lui sait gérer parfaitement 3 semaines, donc Ah ouais. ça peut l'aider aussi. Ouais, tu crois qu'il va lui donner des conseils et tout, mais bon. Enfin, Zubeldia, je pense que Zubeldia, je me fais l'image d'un type qui parle à personne, qui est tout seul dans son coin, qui fait sa course. C'est tellement ça sur son vélo, hop. Non, il parle qu'à Eriza entre basques. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Le mec, putain, c'est quand même un truc de dingue. Quand j'ai fait les palmarès, je me suis rendu compte qu'il avait fait 8ème du tour l'an dernier. Je fais, ah ouais. Putain, encore, quoi. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'il nous fait le coup. Il est dans le top 6, tu as gagné, hein, presque. Et voilà, bon. Au bout d'un moment, il a 38 ans maintenant, donc il va finir par baisser pavillon, mais. En heure gagné la Volta à 40 ans, donc. Ah oui, c'est pas faux, mais bon. Ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'on dit que Zubeldia, voilà, c'est plus trop ça. Ouais, et pourtant, ça fait 3 ou 4 ans qu'il, Il est toujours là. Ouais, il est 9ème cette année, ouais, voilà, comme ça. Il brille pas outre mesure, mais voilà. Il est toujours là. Souvent, en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'il est comme Brajkovic, il se fait larguer dès le début d'ascension. Et hop, il reste pourtant toujours à 100, 200 mètres du groupe des favoris, et c'est tout. Il fait sa course. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le mec complètement isolé. Enfin, toujours est-il que, concernant Mollema, moi, je pense que, je pense qu'il va pas terminer dans les 10. Moi, je vois même, en fait, je fais un petit pari, je parie sur un gros fail de Mollema. Même pas sur le fait qu'il soit, pas sur le fait qu'il soit pas en forme, etc. Mais je pense que, il va perdre du temps bêtement sur des cassures, ce genre de trucs. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, Mollema, cette année. Et je vais même faire un petit pari de ouf. Parce que moi, je suis un ouf. Moi, je dis que le coureur Trek qui sera le mieux classé à Paris. C'est Arredondo. Non, ce sera pas Arredondo, ce sera pas Zubeldia. Non, ça pas Franchek non plus, hein. Ça sera Ricardo Zoidel. Eh oui, moi je suis un ouf. Bon, s'il fait le tour, effectivement, parce que sa participation n'est pas encore prévue. Mais Zoidel, je le sens, ouais. Alors, il va pas faire non plus une place de ouf, mais 15e, 14e. Mais comme je sens le fail de Mollema est au-delà, bien sûr. Donc, voilà. Moi, je sens bien Zoidel, la petite, l'intrus autrichien. Zoidel, Yates, mais t'as pris quoi avant de venir? Ah, mais ouais, non, mais là, je me sens, On peut ressentir ça, on va avoir des fous rires. Ah, je suis bourré, vous avez pas dit, je suis complètement torché. Mais pour revenir à encore un dernier instant sur la Trek, vu la densité de l'équipe, qu'il soit au moins sur le podium du classement par équipe, ça serait pas très surprenant. Ouais, c'est pas faux. Par équipe, c'est pas non plus très Oui, grand. après, oui, j'avoue qu'au niveau prestige, on a vu plus, ça serait mieux qu'il y en ait un dans le top 10. AG2R, il joue ça chaque année, donc. Ouais, AG2R, ils ont fait un podium l'année dernière. N'empêche que t'es le seul à en parler, JP. Ah, mais c'est un classement aussi, hein. Ouais. Ouais, ça rapporte de l'argent. Donc Trek et les Lotto, Jumbo. Très Ouais. bien. Pour l'instant, c'est les deux équipes à surveiller sur ce classement. Je pense que tu vas être le seul à le surveiller, le classement, mais bon. À chaque fois, c'est super drôle. Tu vois, le deuxième, il a plus de 10 heures, là, et tout. Oh, tu sais te marrer, toi, dans la vie, hein. Ah, mais oui, je suis un petit rigolo, hein. Bon, ouais, très bien. On va pouvoir enchaîner avec le prochain coureur qui a, lui, disputé le Giro il y a quelques semaines. Donc, il double. C'est Rigoberto Urán de l'ATX, le Colombien. 2 participations au Tour de France, mais c'est pas vraiment très représentatif puisque c'était il y a très longtemps. La dernière participation, c'était en 2011, hein, donc ça date quand même. Oh. Et c'était là qu'il avait fait son meilleur classement en terminant en 24e. Donc voilà. C'était un moment où il avait pas ce statut de très bon grimpeur et très bon coureur de grand tour. Donc voilà. En 2015, c'est 3e de Tirreno, c'est 5e du Tour de Catalogne, c'est 5e du Tour de Romandie. On le sentait prêt pour le Giro et pourtant il va faire que une 14e place. Donc il a déçu sur le Giro. On avait notamment évoqué pourquoi il avait déçu. Il a démarré le Giro malade et visiblement il avait également quelques petits kilos en trop en espérant qu'il les ait perdus depuis. Et entre le Giro et le Tour, il n'a disputé aucune course. Donc c'est assez particulier comme préparation. Donc qu'est-ce que vous pensez de Urán? Cyril, ton avis? Urán. Merci Cyril. Cyril, en fait, il laisse des silences mystérieux, mais voilà, il fait que ça. Tu joues sur le suspense ou quoi, Cyril? Moi, Urán, je vois comme surprise. Il sera là dans les 10. Parce que, en fin de Giro, il revenait quand même un peu en forme, avant toute fin de Giro. Ouais. On a eu l'impression qu'en fait, sa préparation, elle était mal foutue. Donc, en gros, il arrivait sur le Giro, avec aucun rythme, comme on dit dans le PCM. Et
Et à la fin, il a monté. Il a été pas mauvais dans vraiment les toutes dernières étapes. Et donc, bon, après ça, c'est une supposition. Mais je pense qu'il sera là. Et par contre, point négatif, il a une équipe qui est vraiment pas faite pour l'accompagner en montagne. Bah, vu qu'ils vont tout miser sur Cavendish sans doute, ouais. Ils vont même il y a Cavendish et aussi Katowski qui jouera quelques étapes quand Cavendish passera pas les bosses ou quoi. Mm. Et aussi Stibar pour les pavés ou trucs comme ça. Et Il y a pas les Philippe aussi, par Non, hasard non, non, Philippe, non. il fait pas le tour. il y aura Ah. peut-être Trentin aussi. Trentin est toujours là. Oui, Voilà. Trentini, il sera sans doute là mais ce sera pour le train de Ouais, pour Cavendish aussi. Ouais. Ouais, enfin, Donc, Trentin, il au- a déjà gagné comme ça aussi. Oura, Ouais. il va falloir qu'il se démerde tout seul, mais je pense qu'il sait plus ou moins le faire. Il a toujours été. Bah, on a vu sur le Giro que c'était quand même un petit peu un problème qu'il ait personne, même si là, il a pas le même statut sur le Tour que sur le Giro. Sur le Giro, on l'attendait comme un des favoris, donc il fallait qu'il ait une équipe à peu près potable. Là, il vient là en tant qu'outsider et potentiel pour la gratter des 3 semaines, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une équipe énorme. Il va se contenter de suivre, un petit peu comme à peu près tous les coureurs qu'on a cités jusque-là. Il n'y a pas besoin d'avoir une équipe extraordinaire parce que les grosses équipes qu'on voit devant, ça va être Tinkoff, Movistar et Astana et Sky, voilà, j'ai oublié la quatrième. Surtout Sky, en fait. Voilà, surtout celle-là, voilà. Donc je pense que les mecs derrière, ils ont pas forcément besoin d'avoir une très bonne équipe. Après qu'il ait un ou deux équipiers, ce serait du luxe quand même, mais bon. Effectivement, à part Katowski, je vois personne pour l'accompagner en montagne, t'as pas tort, Cyril. Mais bon, tu le vois quand même dans les 10, donc voilà, je note dans ton pronostic. JB, ton avis? Non, je le vois pas dans les 10, mais top 20 largement, voire même peut-être top 15. Mais bon, faut dire que le Giro, il termine pas trop mal, hein. Il fait podium sur l'étape 19 et sur l'étape 20. Il fait 2 deuxièmes places précisément, sur ces Deux troisième places. Ah, t'as bon, pardon? Oui, Ah, oui, d'accord. oui. La Donc, préparation. Ah, et donc voilà, il a su quand même se remettre un peu en jambes à la fin du Giro. Donc pourquoi pas sur le Tour, mais je le sens déjà moins fort que d'autres qui sont là, comme Mollema par exemple. Mais aussi voilà, peut-être c'est la forme, on sait pas vraiment s'il est bien, s'il est pas bien. Le fait aussi qu'il ait pas fait de course entre les deux, ça nous aide pas nous à savoir quelle forme il a. Soit il est fatigué par le Giro, soit il est au contraire pas fatigué vu qu'il a pas fait grand chose. Du coup, c'est un peu un cas épineux, Mollema, pour nous à pronostiquer. Moi, je vois pas dans les 10. Après, s'il y est au gré des circonstances de course, pourquoi pas. Ok, très bien. Alexis, ton avis? Il est pas dans mon top 10 tout simplement parce que je l'avais oublié. Ah Mais- oui, Bravo, un expert cyclique. cyclique. Ah Oui, oui. cyclique. Ça Cyclique, veut dire voilà, ça. ouais, il est expert de temps en temps. De façon régulière, il devient expert, mais sinon non. Il est expert en tambour de machine, hein, voilà. Bon alors, je sais pas. Alors, d'après ce qu'on vient de dire là, on vient d'y passer 5 minutes dessus là. Ouais, non, mais je sais. Même si JB il a parlé longtemps, j'ai peut-être pas tout écouté. Non, j'ai rigolé. Mais en fait, Sympa. C'est souvent le cas lorsque JB parle. De toute façon, on écoute rarement, mais bon. il peut Oh. être motivé. Il peut être motivé s'il est là pour se rattraper de son Giro qui a totalement foiré pour maladie, manque de rythme ou je ne sais quoi encore. Donc il peut peut-être être là, suivre les meilleurs, mais il fera une place comme 11e ou 12e, mais il sera pas dans les 10. Ok, ben moi de mon côté, je l'ai pas non plus mis dans les top 10 parce que bah, déjà il aura une équipe absolument pas dévouée pour lui, même si j'ai dit qu'effectivement c'était pas forcément ce qu'il avait le plus besoin, mais même sur le Giro il a quand même pas montré grand chose à part sur les dernières étapes. À mon avis, c'est parce que effectivement il avait un petit peu trop de quelques kilos en trop et au fur et à mesure des 3 semaines il a fini par fondre hein, quand même. Au bout d'un moment quand tu fais un Giro, tu perds un petit peu le pourcentage de graisse que t'as en trop. Du coup il a dû mieux finir, mais bon. Déjà le fait qu'il double Giro Tour, ça peut être pas trop en sa faveur et vu le Giro qu'il a fait, en même temps il peut faire que mieux sur le Tour de France puisque sur le Giro il a vraiment été assez transparent. Il a fait un peu illusion la première semaine puis après il s'est effondré avant de revenir un petit peu mais. Quoi qu'il peut toujours chuter. C'était un Giro de préparation qu'il faisait. Ouais, cette théorie. En fait, il s'est entraîné C'est quand pendant même une 3 énorme préparation là. Ouais non mais je sais Il est pas. pas genre allé à Megève. Là, il a fait carrément. Ah non mais oui, tout à fait, hein, c'est vraiment une cas assez épineux. Moi je l'ai pas mis dans le top 10 mais ça fait partie des coureurs comme Mollema où on n'a pas trop on peut pas trop dire comment ils sont en ce moment parce qu'on n'a pas trop de références. Lui il a fait aucune course entre les deux donc on sait pas trop. Vraiment c'est l'inconnu total.
Après pourquoi pas le maillot de meilleur grimpeur, hein, s'il se retrouve éliminé du général. Donc quelque chose dans le genre. Une petite étape comme ça, à mon avis, ça lui Ouais, ferait une très étape, à chaud. mon avis, il peut largement en échapper. S'il y va, il peut largement en avoir une. Hein. Est-ce que Etix va le faire chier si jamais sur une journée pour sprinter il y a une échappée qui a 30 secondes d'avance à 5 km qu'il n'y a plus personne pour rouler? Est-ce que vous croyez que Etix va le faire rouler? Ouais. Ça dépend où il est. Si dans le top 10, Ethics sont certes un peu limités tactiquement, mais quand même. Ah, Après, s'il est genre déjà 20e, un truc comme ça, et ils se priveront pas. ouais, non mais genre en première semaine, je sais pas. Je le sens bien parce que déjà Kwiatkowski à chaque fois, il a réussi à terminer quand même dans les 11e il me semble d'un tour, Kwiatkowski, en roulant à chaque fois sur le plat pour Cavendish. Hein. Preuve que quand Katowski, même... c'est aussi un bon rouleur, quoi. Donc il y a ça aussi qui entre en jeu. Alors que Uran, c'est certes un rouleur pas trop mauvais, mais après en poursuite, il a ouais, jamais fait ses preuves, quoi. c'est pas faux que sur le plat, ouais, Kwiatkowski c'est quand même un niveau au-dessus, ouais, effectivement. Ouais, à voir. Ils peuvent nous sortir quand même des trucs de ouf, hein, les Ethics. Hein. On ne sait jamais. Avec eux, il faut pas prédire l'avenir. Avec leur sens tactique. D'ailleurs, théoriquement, Stibar peut être là pour l'aider sur les pavés, mais Stibar, je le vois carrément attaquer sur l'étape des pavés et n'en avoir rien à foutre de Uran et jouer l'étape. Katowski peut l'aider sur les pavés. C'est pas non plus. Ah oui, à la rigueur, il peut avoir Kwiatkowski. Enfin bon, entre Kwiatkowski et Stibar pour m'aider, si je suis Uran, je préfère avoir Stibar, hein, il s'y connaît un peu plus en pavé, non? Certes. Ouais, mais comme j'ai dit, Stibar va forcément attaquer, c'est sûr. Ouais, il va jouer l'étape. Voilà, Stibar, voilà, il va jouer l'étape sur certains. Ouais, Et Terpstra, il est là ou il est pas là? actuellement, je crois qu'il est pas sur la start list, mais je crois que du côté C'est quand même dommage. Oui, mais du côté d'Ethics, en fait, il est pas sur la start list et en plus, ils ont donné une start list élargie. Je crois qu'il y a une douzaine de noms, donc dont Alaphilippe, hein, même s'il a confirmé qu'il ne le faisait pas. Pourtant, il est mis Parce dedans. que chrono, pavé, plus le train pour Cavendish, Terpstra, ouais, t'as un sacré bon élément quand même. Ouais, pourquoi pas, mais là, il est pas annoncé. Hein. Il y a que Stibar en flandrien pur qui est sur la start list pour l'instant. Après, il était aux Jeux européens de Bakou, donc je sais pas si ça joue, ça Ouais. rentre en compte. Effectivement. Alaphilippe aussi, et il le fera pas le tour. Lui, il l'a confirmé via la presse et tout qu'il ferait pas le tour cette année, Alaphilippe. Ok, on peut enchaîner avec Purito, voilà. Joaquim Rodriguez, Oliver, voilà, si on met tout le nom en entier. Coureur de la Katusha, le puncher espagnol, qui n'a participé que 3 fois au tour, hein, j'étais un peu surpris, mais bon. Meilleure place, 3ème en 2013. Et en 2014, une extraordinaire 54e place. Et cette année, on n'en parle pas trop de Joaquim Rodriguez, mais il gagne quand même le Tour du Pays Basque. Il fait 4ème de la Flèche, 3ème de Liège-Bastogne-Liège et 8ème du Dauphiné, donc récemment. Et il aura avec lui une bonne petite équipe, en tout cas en montagne, puisqu'il y a Moreno qui sera là sans doute. Comme d'habitude, hein, son larbin. Voilà, c'est ça exactement. 6ème du Tour de San Luis et 5ème de la Flèche, Moreno, donc toujours un équipier de très très gros luxe qui à mon avis pourrait être leader dans n'importe quelle équipe, un petit peu moins huppé que Katusha. Dommage qu'il ait pas tenté sa chance. Également Machado à ses côtés, qu'on avait vu faire beaucoup d'éclats l'année dernière sous le maillot de NetApp. Voilà, je cherchais le nom d'équipe. Et cette année, il vient de faire, il a fait 3ème du Tour de l'Algarve et il vient de faire 2ème du Bayern Rundfahrt. Voilà, c'était une course qui se déroulait pendant le Giro. Donc En au mois de mai. Bavière, donc. Au mois de mai, exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Joaquim Rodriguez, Cyril? Purito, il est leader de son équipe, c'est sûr, il n'y a pas de discussion. Il a une bonne équipe, comme tu viens de dire. Il est en forme. Et après, il commence un peu à vieillir, mais je pense qu'il sera dans les 10, pas facilement, oui, il sera dans les 10, quoi. Il faudra juste qu'il fasse attention au pavé, c'est pas du tout le genre de mec à passer les pavés, il pèse 57 kilos, je vois. Mais il aura, ouais, je sais pas trop, j'ai pas fait gaffe à son équipe pour les pavés, mais il y a Christophe, je sais déjà, donc Ouais, mais justement, le ouais, petit débat qu'on Christophe, peut avoir, c'est est-ce que l'équipe va forcément venir avec Christophe dans les bagages et donc du coup va jouer les sprints également? Est-ce que le fait de se disperser un petit peu comme ça peut pas être mauvais pour Rodriguez, même si à mon avis il aura Machado et Moreno qui sont vraiment attitrés pour lui, donc ça pourrait lui suffire, mais aussi Losada, Caruso et tout, donc ouais, du coup ce serait Christophe qui se retrouve un petit peu déplumé quoi. À mon avis, Christophe, ouais. il a aussi la capacité à se débrouiller seul, hein. Ouais, c'est plus que Purito, je pense. Quoique. Et puis Ouais. Purito, il a 2 étapes qui sont pour lui, en fait. Elles sont écrites, il y a écrit Purito dessus, il a déjà gagné en haut de 8, il a déjà gagné à Mende, donc
Ouais, et puis ouais, il y a vraiment pas mal d'étapes Mendes, je pour crois. Puncher, ouais. Amande. Non, Amande. Il a gagné Amande. Ouais, le fait qu'il y ait pas mal d'étapes pour Puncher, ouais, ça pourrait lui convenir aussi. Bon, mais voilà, dans les top 10 pour Cyril. Alexis, à ton avis? Ouais, pour moi, il est là, il est 7ème. Il s'est toujours plutôt bien débrouillé sur le tour, mais à part l'année dernière où je crois il revenait de blessure ou de je ne sais trop quoi qui faisait qu'il était pas très en forme. Mais non, je pense qu'il va réussir. Puis il a pas besoin de grand monde pour l'aider. En général, sur le tour, on l'a souvent vu tout seul dans les années où il a participé. Ouais. Et là, avoir Machado et j'ai oublié son nom. Moreno. Voilà, et Moreno. Je pense que ça va être un petit plus pour lui, mais en effet, il commence à se faire vieux et je suis pas sûr qu'il parviendra à gagner un grand tour d'ici la fin de sa carrière. Ouais, la Volta, peut-être qu'il s'y remet un jour, mais on verra bien. Volta, il c'est est toujours le leader plateau. jusqu'aux 2 jours avant. Ouais, bah bon, c'est un petit peu l'histoire de sa vie, hein. Joaquim Rodriguez deuxième, et puis à la veille de l'arrivée, bim, le contre-la-montre, quoi. C'est ça. JB, ton avis sur Purrito? Ah ben justement, le fait que cette année le contre-la-montre soit par équipe et situé un peu tôt dans le tour, ça fait qu'il ne perdra pas 3 minutes sur une étape, donc c'est déjà beaucoup pour lui. Mais je le vois sur les pavés, je le vois totalement perdre un truc comme peut-être 6 minutes sur les pavés. Ah ouais, carrément. Totalement craqué, gagner à 8, et après le lendemain, les pavés totalement craqués. Une minute Mais par après- secteur, quoi, à peu près, quoi. Quoi? Une minute par secteur pavé, quoi, Mais à peu c'est près. ça, je sens vraiment sur les pavés faire la plus mauvaise opération sur les pavés de tous les leaders. Du coup, je l'ai mis 8ème. Je sens une bonne dernière semaine de lui quand même, voire peut-être il pourrait gagner une étape en profitant de l'attentisme des leaders. Peut-être l'Alpe d'Huez ou un truc comme ça, une belle étape quoi. Et voilà, 8ème, mais c'est quand même là aussi Rodriguez, car c'est un gars qui gagne beaucoup. Il a gagné le Tour du Pays Basque, c'est quand même une grosse course. Mais après, quand on voit les gars qu'il y a devant, on arrive tous à peu près à savoir qu'il n'est pas au niveau des Contador, Nibali, Froome, Quintana. Après, par rapport à un gars comme Pinot, on n'arrive pas bien à le situer, donc c'est un peu épineux lui aussi. Donc j'ai mis 8ème. Après, s'il arrive à grimper quelques places, faire par exemple 6ème, ça me choquerait pas non plus. Donc c'est lui aussi, c'est un des gars un peu difficile à pronostiquer. Après, 30 secondes, tu parlais d'une attaque en fin de tour, mais c'est Et pas voilà, du tout son genre. C'est pas du tout son genre. C'est vraiment un mec qui attend les 500 derniers mètres en montagne. Il s'accroche et après au sprint il les bat tous. Dans lui, voilà, justement ça, il va profiter. Je te dis n'importe quoi. Je te dis par exemple à la Toussuire, Oui. il va profiter du fait que des gars comme Froome, Quintana, Nibali vont se regarder pour justement essayer de suivre petit à petit et de gagner à la fin en attaquant Ah oui, ok, d'accord. voire même au kilomètre quoi. Ok. Et c'est sûr qu'il va pas partir genre au sprint intermédiaire pour après faire tout le reste de l'étape. Par contre, en ce qui concerne les pavés, je le vois pas aussi mal que tu nous dis, parce qu'en 2010, pour son premier tour, il faisait 7ème, et pourtant, il y avait des pavés. Et 2010 c'est à 5 ans quand même, hein. En 5 ans il y a beaucoup de choses qui sont passées. 2010, ça n'empêche que sur les pavés, c'était 2010 pas Andy était trop- favori du tour, hein, donc. Oui, bah là, il est toujours considéré comme un des grands grimpeurs, mais Oui, mais je pense 2010, que c'est- on était dans les années où il faisait des saisons marathon assez hallucinantes, où il performait sur toutes les courses auxquelles il était aligné. Je me souviens que ces années-là, c'était l'année où il dominait même le classement World Tour parce qu'il était passé absolument partout. Et là, je pense qu'il a un petit peu changé. Le fait que justement il devienne plus vieux, qu'il lâche s'avance, il se bonifie avec le temps, en fait, pas tellement finalement, puisque 36 justement, 36 ans quand même, hein. voilà, je pense qu'en fait il est obligé avec les années qui passent d'alléger son calendrier et de plus avoir un truc aussi impressionnant. Du coup, potentiellement, il peut être plus focus sur un seul objectif, et donc le Tour cette année, visiblement, puisque je pense que vraiment ça va être son gros objectif de la saison. Donc ça peut être aussi en sa faveur, et le fait que 7ème en 2010 seulement, alors qu'il, comme tu disais, il faisait partie des favoris, mais en 2010, comme je disais, il avait beaucoup d'objectifs dans sa saison, alors que là, il en a plus qu'un seul, il sera plus concentré dessus, Ouais, et non, mais potentiellement plus en forme. Outre ça, c'est sur les pavés sur les pavés, oui. Je me souviens pas qu'il avait perdu 6 minutes, quelque chose comme ça, il s'était même plutôt bien débrouillé, il faisait pas partie du groupe de tête, mais il devait pas être si loin. Oui, et puis franchement, il rentre dans la catégorie des Quintana, des Contador, des mecs qui sont vraiment hyper légers et qui pourtant vont devoir les passer, ces foutus pavés. Donc, je vois pas pourquoi il perdrait plus de temps qu'eux. Sachant Mais je sais qu'il pas, a... c'est un feeling, je le sens comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. À voir si Christophe restera avec lui ou jouera sa carte sur l'étape, quoi. Christophe, il peut jouer sa carte. Il a des grandes chances de gagner.
Ouais, surtout, ouais, effectivement. Bon, potentiellement. Bon, il pourra squatter les équipiers des autres, quoi. Oui, voilà. Comme il fait à chaque fois. C'est ça. Mais pour ma part, eh oui. Moi, je l'ai mis dans le top 5. Eh oui. Moi, j'y crois, Purito. Eh oui. Décidément. Parce que cette année, il y a déjà, dès la première semaine, il y a 2 ou 3 étapes qui lui conviennent parfaitement, qui sont taillées pour les punchers. Ou même s'il prend que 10 secondes là, et 5 secondes là, s'il gagne une étape, voilà. Déjà, moi, je le vois vraiment très fort sur ce genre d'étape, sur l'arrivée à Ouais, Oli. parce qu'il y a les bonifications. Voilà, faut pas dire sur le ça. mur de Bretagne aussi, il fait ce genre d'arrivée un petit peu difficile qu'ils ont vraiment taillé pour lui. Moi, je le vois très fort là-dessus. Et déjà, pour la confiance, je pense il va emmagasiner grave sur ce genre de petite étape. Je vois même potentiellement, alors, à voir avec le contre-la-montre par équipe, mais potentiellement maillot jaune, même si un contre-la-montre de 13 km, pourquoi pas effacer les quelques secondes qu'il va perdre sur le contre-la-montre inaugural sur justement les 2 petites étapes à Huy et au mur de Bretagne. Donc potentiellement mon maillot jaune, moi je le vois bien à la veille des Pyrénées. Ou peut-être pas, si le contre-la-montre par équipe est un petit peu désastreux pour lui, mais bon, au moins, je vois pourquoi pas en jaune. Et après, mais je le sens Rodriguez, il y a pas de chrono cette année pour lui, c'est parfait, il s'est toujours fait niquer sur les contre-la-montre, et il se trouve avec enfin un grand tour sans chrono. Bon, dommage il a fallu qu'il attende qu'il ait 36 ans avant de se retrouver avec un parcours destiné pour lui. Mais moi je le sens bien, Purito. Alors après, il aura forcément des mecs qui seront meilleurs que lui en montagne. Je pense que Quintana, Contador, Froome sont au-dessus. Mais je vois vraiment pas loin derrière. Et à mon avis, c'est un mec qui a justement l'expérience et qui va avoir un programme d'entraînement qui va être au poil de cul. Et je pense qu'il va être en forme pile quand il faudra. Et on le verra à mon avis vraiment à son avantage dans les Pyrénées, dans les Alpes, avec les meilleurs. Ce sera pourquoi pas le pôle raté. On sera tous focus sur la lutte entre les 3 meilleurs, 3 ou 4 meilleurs si Nibali est là. On croise les doigts pour lui. Donc vraiment, on sera focus sur ces mecs-là et on aura pourquoi pas un 5ème blaireau qui sera dans l'ombre, surtout qu'il mesure 1m60 donc il peut se planquer derrière les mecs là. On le verra pas trop et pourquoi pas il peut Quintana, c'est s'incruster. pas 2 mètres non plus. Hein. Ouais mais Quintana il est devant, alors que lui il ratonne derrière. Pip, pip. Tu vois, c'est pas pareil. Quintana, Donc voilà. il est plus bronzé. Oh putain, Cyril, c'est la pire que t'as faite Cyril. Oh là putain, sans déconner. Non, mais c'est un fait, Quintana, il est plus visible. Putain, rattrape. Mais vas-y, enfonce-toi, vas-y, c'est bien quoi, putain. Ouais. Eh ben voilà, tu viens de tuer le truc, et ben voilà, on est obligé de changer de coureur parce qu'on peut pas enchaîner après ça. Quoi. Donc voilà, Rodriguez, on est quand même tous à le mettre dans le top 10, Rodriguez. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, j'aurais cru qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui se désiste, hein, vu qu'il commence à être vieux et tout, je sais pas. Ok, Oui, je sais, toi tu nous sortiras toujours l'argument Horner quand on dit qu'un mec est vieux. Ah bah ouais, hein, la Volta à 40 ans, faut la faire. Hein. 42, 41 et des poussières. Ouais. Alors, on va pouvoir enchaîner avec sans doute le dernier coureur qu'on va faire sur cette première partie de podcast. Après, on va réserver les Français et les 4 mousquetaires pour le second épisode. Ça sera TJ Van Garderen, coureur américain de la BMC, 4 participations au Tour de France, 5ème en 2012 et en 2014, donc l'année dernière. Et en 2015, il gagne l'étape de montagne du Tour de Catalogne, c'est quand même à noter. Hein. Et il vient de faire deuxième du Dauphiné, en étant battu pour quelques secondes par Froome, ouais, effectivement, ça s'est joué à pas grand chose. Et au niveau des équipiers, il aura quand même une bonne petite équipe avec lui, ce qu'il a rarement eu quand même. Damiano Caruso, qui vient de faire 8ème du Giro, qui normalement est annoncé sur le Tour, et également Samuel Sanchez, 6ème de la Vuelta en 2014, là encore revenu dans Cézou, malgré qu'il ait lui aussi 36 ou 37 ans. Donc voilà, une bonne petite équipe. Et également sur les pavés, la BMC, on sait tous qu'il y a Van Avermaet et Haas qui seront également potentiellement des très bons équipiers pour lui sur l'étape des pavés. Donc vraiment, Van Garderen, qu'est-ce que vous en pensez? Alexis, lance-toi. J'hésite entre le top 5 ou juste aux portes du top 5. Parce qu'en fait, il s'est pas vraiment confronté à Pinot et j'hésite un peu entre les deux parce que je le vois si fort l'un que l'autre en ce moment. Van Garderen, il a beaucoup impressionné sur ce Dauphiné. Vraiment. Je le pensais pas à ce niveau pour cet endroit de l'année en fait. Je pensais qu'il serait un peu en dessous. Donc ouais, je pense qu'il va faire 5ème ou 6ème du Tour. C'est dommage qu'il ait pas Gilbert en tant qu'équipier pour les étapes vallonnées, parce que Van Avermaet va jouer sa carte. Et si jamais Gilbert était là, c'était Gilbert qui jouait sa carte et Van Avermaet qui faisait l'équipier. Mais donc ouais. Sanchez pourrait l'aider, mais je pense que ça va être un peu juste quand même. Ah, il a également Rohan Dennis, je viens de voir, donc
Même si c'est un rouleur avant tout, Denis. Sur le contre-la-montre par équipe, il sera utile, Denis. Mais Denis, il passe bien les bosses aussi, donc Rouleur il qui peut... passe bien les boss, ouais, mais voilà, sur le contre-la-montre par équipe, justement, La ballonné, BMC va bien gérer ce chrono, je pense. ouais, ouais. Déjà, le prologue de 13 km, il sera déjà placé. Ah, ok. Ouais, il y a moyen. JB, ton avis? Ah, ben moi, c'est un peu mon gros pari. Je mets 5e. C'est pas un énorme pari, mais 5e. Devant quelques gros gars, vous allez comprendre par la suite. Je m'attendais quand même à pire. Mon gros pari est... Non, 5ème, d'accord. Bon, ben... Ça quand même comme d'hab, quoi. 5e, mais parce que je vois quand même arriver assez fort cette année. Sa forme, quand on regarde ses résultats, on voit que sa forme monte petit à petit. Parce qu'au début d'année, c'était pas non plus super flamboyant. Bon, le Tour de Magne, il fait 2e, mais bon, c'était assez tôt dans la saison. 16e de Paris-Nice, 30e en Catalogne, 11e au Pays Basque. Et là, on voit, ça monte, 2e du Dauphiné. Du coup, je sens que ça va être quelqu'un qui va être assez fort dans la montagne, même si le fait qu'il n'y ait pas de contre-la-montre situé un peu à la fin du tour, ça l'handicapera un peu. Car c'est quand même un coureur qui monte au train pour après reprendre tous les purs grimpeurs sur les chronos. Mais voilà, moi je sens qu'il va être assez fort cette année et faire un peu embêter des gars comme Pinot ou voire même Nibali par la suite. Donc voilà, donc 5e. Ok, très bien, ambition, donc vous êtes deux à le mettre quand même très très haut. Cyril, ton avis sur Van Garderen? Et là, ce coup-ci, JB a vraiment tout dit ce que j'avais noté, quoi. Il monte en puissance sur sa saison, il s'est bien préparé, ça se voit. Il a une bonne équipe. C'est pas flamboyant, mais en montagne, mais c'est costaud. En contre-montre par équipe, ils seront dans les 3 premiers, normalement. Sauf catastrophe. Par contre, c'est vrai qu'il manque peut-être un contre-la-montre pour qu'il soit vraiment tout proche du podium, selon les circonstances de course, bien sûr, mais parce que je le vois pas se faire piéger au début, lui, par comment, les bordures ou les pavés. Je vois pas se faire piéger. Je sais pas pourquoi. J'ai confiance en lui, donc je vois 6e. Je le mets 6e. Ok. Bon, ben, je vais un petit peu casser l'ambiance, hein, puisque moi je le vois hors du top 10. En même temps, vu toutes les surprises que t'as mis, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont jarter. Ah ouais, il y a des mecs qui vont jarter, et pour moi, Van Garderen, il jarte, parce que Van Garderen, mais il y a absolument aucun contre-la-montre, et pour moi, ça va être vraiment le truc qui va vraiment pas l'avantager. Un peu comme Kelderman. Et puis Van Garderen, c'est un petit peu une année sur deux, un petit peu comme Van den Broek. Ouais. J'allais dire ça, le syndrome Van den Broek. Ouais, je sais pas, mais effectivement, il vient quand même de montrer sur le Dauphiné qu'il était très en forme, parce qu'il a quasiment fait jeu égal avec Froome, même s'il s'est fait battre sur les 2 étapes de montagne. Mais il a quand même montré qu'il était pas loin du niveau de Froome. Après, est-ce que Froome était à son meilleur niveau? Non, Froome n'était pas à son meilleur niveau, voilà. C'est clair et net. Mais bon, à mon avis, Van Garderen, théoriquement, s'il a tout misé sur le Tour de France, il devait pas non plus être à son meilleur niveau. Peut-être qu'il était un peu meilleur, un peu plus à fond que Froome, mais normalement le top niveau c'est sur le tour qu'il doit l'avoir. Mais moi j'y crois pas. Encore une fois, comme Cyril, je le vois pas se faire piéger parce que c'est quelqu'un qui court bien comme un leader, toujours à l'avant sur les pavés. Le fait qu'il ait un gabarit plutôt massif pour quelqu'un qui joue le général, ça va l'avantager par rapport à des purs grimpeurs, et donc du coup je pense que ça sera pas vraiment le plus en difficulté sur les pavés. Mais moi j'y crois pas, parce que moi je crois que déjà je pense que sur une étape de montagne il va craquer grave. Très souvent il tient, et puis sur une étape il est clairement pas là, et puis à part ce Dauphiné, il a clairement pas été au niveau cette saison auquel on l'attendait. Voilà, je sais pas. Mais moi c'est aussi un côté feeling, moi j'y crois pas du tout, parce que je le sens, hein, je suis un peu un Jedi dans l'âme, je sens que Van Garderen c'est pas son année, voilà. Même si sur le papier, il semble potentiellement un des meilleurs, un de ceux qui a la préparation la plus impressionnante en tout cas. Le fait que ce soit pas un pur grimpeur et que le Tour va vraiment se jouer mais à fond sur la montagne cette année, ça l'avantage pas. Sur les années précédentes, il y avait vraiment beaucoup moins d'arrivées au sommet et des contre-la-montre beaucoup plus présents. Donc c'était pour lui, c'était vraiment des profils qui lui convenaient, des profils plus complets. Là, le fait que justement il y ait 6 arrivées au sommet, je le rappelle quand même. Enfin plus ou moins au sommet, puisqu'il y a certaines arrivées au sommet, c'est un petit peu des coups de cul avant l'arrivée, mais bon, ça reste quand même 6 arrivées au sommet. Moi je le vois sur ce genre de profil, sur ce genre de parcours, pas à son avantage, malgré qu'à mon avis il soit en forme, et que pourquoi pas il tienne pendant 2 semaines et qu'il craque à la fin, ou voilà, mais je le vois bien complètement craquer sur une étape de montagne, un petit peu surpassé. Je ne sais pas. Van Garderen, je le sens pas. Ouais, tu le vois faire une Mollema. C'est pas, oui, mais c'est Mollema même en pire.
Mais c'est pas une question de récupération, contrairement à Mollema. Van Garderen, je sais pas. Je sens que quand il... Je pense que j'ai dit, je sais pas, 50 fois sur ce coureur, mais c'est pas grave. Voilà, Van Garderen, une fois qu'il est largué, il a tendance un petit peu à s'écrouler. Pour voir le Tour 2013, mais c'était un peu particulier parce que visiblement il avait un virus ou une merde comme ça, il comprenait pas vraiment pourquoi il arrivait pas à suivre alors qu'il était plutôt en bonne forme. Voilà, je sais pas. Van Garderen, voilà, encore une fois, je sais pas. Van Garderen, il y a un petit, je le sens pas. Voilà. Après, c'est un feeling particulier et puis il fallait bien que je le vire du top 10 parce que j'ai fait de la place pour quelques mecs un Oui, peu voilà. improbables. Donc voilà. C'est le mec qui a pâti de, voilà, c'est un pari que je fais. Van Garderen, je le suis pas, mais bon, vous êtes tous les trois à le mettre dans le tour de la 5e place, donc est-ce que je me tromperai? On verra bien. Moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus impressionné là sur Dauphiné, Tour de Suisse. Les deux courses, c'est le coureur qui m'a le plus impressionné. Tour de Suisse et Dauphiné, il t'a impressionné sur le Tour de Suisse aussi? Non, mais quand Ah on oui, passe d'accord, tout, ok. tout Ah le d'accord, j'ai pas Dauphiné. compris, ouais. Ah. Oui. Bah, sur le Tour de Suisse, je pense qu'il y a pas grand monde qui ait pu impressionner vu qu'il y avait pas grand monde sur le Tour de Suisse. Hein. Pinot. Oui, mais il est tout On seul. en Quoi. reparlera plus tard de Pinot. Exactement, on en parlera exactement dans normalement 2 jours. Hein, vous aurez notre réponse sur Pinot parce que même si on va enregistrer sans doute l'épisode à la suite là, eh ben on le diffusera dans 2 jours hein, parce qu'on est un peu des enculés et qu'on veut faire durer le suspense. Donc voilà, ça conclut les coureurs qu'on devait aborder sur ce premier épisode. Voilà, au total, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coureurs on a dû citer. Donc voilà, pour la suite, restez connectés et rendez-vous dans 2 jours pour donc les coureurs français, donc Pinot, Perrault, Bardet, Roland, etc. Et également pour les 4 fantastiques, Nibali, Contador, Froome et Quintana. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans 2 jours normalement pour la suite de cet épisode. Un dernier mot les gars, Alexis? Dernier mot. Ok, JB, une blague pourrie encore? Girophare. Ouh là là, putain c'est de pire en pire. Cyril, remonte le niveau un petit peu. Adaniès gagnera le Tour de France en 2020. 2020, Alors d'accord. c'est Andy Merci, qui veut madame, gagner. C'est ouais. Andy qui veut le gagner en 2020. Oui, voilà. Après, on ne sait pas quel Andy, hein. On verra bien. Peut-être Andy Capel Andy ou Warhol. ouais, un truc comme ça, ou un nouvel Andy, un néo-pro là qu'on n'a pas encore vu, mais bon, on verra bien. Donc voilà, moi, mon dernier mot, je vais être un peu moins pourrave que vous quand même. Je vais simplement dire au revoir et rendez-vous dans 2 jours. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, sur YouTube également si vous préférez ce média. Et voilà, au revoir, à bientôt et à la prochaine. Bonne écoute. Bye. Ciao.